Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, Madagascar est promis à un brillant avenir grâce à ses ressources naturelles et à la volonté du président Andjrazouel de développer le pays et d'en faire bénéficier la population, a déclaré Mohamed Alabar, le PDG du groupe Emahar. Un entrepreneur parmi les plus importants au monde. Ils sont particulièrement intéressés par le secteur du tourisme à Madagascar et envisagent une coopération dans ce domaine, comme ils l'ont dit lors de la rencontre avec le président Andjrazouel ce jour à Yavlou. Il existe également nombreux autres secteurs au sein desquels le groupe peut investir, tels que l'agriculture, la construction de routes et bien d'autres. Je dis qu'Alain-Janirin, Zahadjiansou. La réputation et l'expérience du groupe Emahar sont reconnues mondialement. Le président directeur général de ce groupe, Mohamed Alabar, est dans nos murs. Ce puissant homme d'affaires de Dubaï a construit le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, ou encore le Dubai Mall, pour ne citer que cela. Le groupe Emahar investit dans le monde entier et l'une de ses activités porte sur le tourisme, notamment la construction de grands hôtels. C'est donc une grande opportunité pour Madagascar de travailler avec un partenaire solide comme ce groupe pour relever les défis du développement, souligne le président Andjrazouel. Madagascar est un pays avec des atouts particuliers, selon Mohamed Alabar, qui connaît bien l'île. Madagascar est unique et le groupe veut investir dans le domaine du tourisme, mais également dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Avoir un président visionnaire et déterminé est également un énorme avantage pour Madagascar, a-t-il rajouté. Ce n'est pas la première fois qu'il visite Madagascar, mais c'est la première fois que ce pays connaît un réel changement et il est prêt à accompagner ce changement. L'énergie a également été abordée lors de cette rencontre. Le groupe Emahar est connu pour l'installation de centrales solaires. Demain, le président directeur général Mohamed Alabar quittera Madagascar et les collaborations sont attendues prochainement dans la continuité de cette rencontre amicale au Palais d'Yavlou. Et puis Madagascar a besoin d'énormes financements pour lutter contre le changement climatique. D'ici 2030, 24,4 milliards de dollars sont nécessaires. Pour y parvenir, la collaboration entre l'État, le secteur privé est essentielle. Une table ronde a été organisée aujourd'hui réunissant le gouvernement, le secteur privé, la Banque mondiale, le FMI pour discuter des solutions concrètes. Détails sur les images de Asnara Fanzanari. Les effets du changement climatique sont déjà visibles à Madagascar. Le pays est confronté à de graves pénuries d'eau, entraînant des coupures d'eau et d'électricité prolongées. Les autorités, conscientes de la gravité de la situation, cherchent activement des solutions. Selon les estimations, Madagascar aura besoin de 24,4 milliards de dollars d'ici 2030 pour lutter contre les conséquences du changement climatique. Ce montant se répartit ainsi 11,6 milliards pour l'adaptation, 7,3 milliards pour l'atténuation et 2,8 milliards pour les pertes et dommages. D'autre part, 7 milliards de dollars sont nécessaires pour que tous les Malagasy aient accès à l'électricité. Il est primordial que Madagascar se tourne vers les énergies renouvelables pour réduire les impacts du changement climatique. Aujourd'hui, 95% de la population dépend encore du charbon de bois, ce qui accélère la déforestation et aggrave la dégradation de notre environnement, selon le ministre Max Fontaine-Andonirin. Parmi les initiatives en cours, le programme Facilité pour la résilience et la durabilité du FMI, dont Madagascar bénéficie, avec un financement d'environ 331 millions de dollars. Cependant, ce montant reste insuffisant face à l'ampleur des défis. De plus, les procédures complexes ralentissent le décaissement des fonds internationaux, retardant le démarrage des projets. Des réformes ont toutefois permis d'augmenter le taux de décaissement à 35%, un signe encourageant pour l'avenir, précise la ministre de l'Économie et des Finances, Rabarnirinarsan Rinja Asmbelu. Ces tables rondes sont indispensables, car Madagascar est l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles. Nous devons agir rapidement et efficacement. La collaboration entre l'État, le secteur privé et les partenaires internationaux sera la clé pour mobiliser les fonds nécessaires et permettre à Madagascar de faire face aux défis climatiques.
Et dans les actualités sociales, la campagne de vaccination gratuite contre la rougeole et la poliomyélite a été lancée officiellement ce jour à un boost. Cette opération débutera demain 15 octobre et durera jusqu'au 19 octobre dans tout Madagascar. Sous l'égide de Mial Radziwiłł, la première dame de Madagascar et marraine de la vaccination dans le pays, cette campagne est organisée en collaboration avec le ministère de la Santé publique, l'OMS, l'UNICEF, Gavi et d'autres partenaires engagés. Sur place, Miar Vulatsferen, Andra Zangebe et Kevin Ravuniarsan. 2024 est déclarée l'année de la vaccination à Madagascar. À ce jour, les campagnes de sensibilisation ont déjà donné des résultats encourageants. 2024 est déclarée l'année de vaccination à Madagascar. À ce jour, les campagnes de sensibilisation ont déjà donné des résultats encourageants. Selon les statistiques officielles, environ 88% de l'objet de vaccination des enfants de moins de 5 ans ont été atteints à l'échelle nationale pour cette année 2024. Le soutien visible de la première dame, Mial Radziwiłł, a également renforcé la confiance des parents envers les vaccins. De plus en plus de familles comprennent maintenant l'importance de la vaccination pour protéger leurs enfants des maladies graves comme la rougeole et la poliomyélite. En effet, après l'apparition de l'épidémie de Covid-19, le rythme des vaccinations dans le monde a ralenti. Mais actuellement, les partenaires ont confirmé leur volonté de soutenir les efforts visant à atteindre les objectifs en termes de taux de vaccination. Toujours pour cette année, 43 millions de vaccins ont été distribués par les partenaires à Madagascar, avec un financement de 100 millions de dollars. C'est grâce à leur confiance dans les efforts effectués que nous avons reçu ce soutien technique et financier. Le ministre de la Santé publique a également appelé et encouragé les parents à ne pas se laisser dissuader par les rumeurs. Du 15 au 19 octobre 2024, la campagne de vaccination sera menée dans toutes les régions de Madagascar sous l'égide de la première dame, marraine de la vaccination, Mial Radziwiłł. Le but de cette vaccination de masse est de réduire la rougeole et d'éliminer la polio chez les enfants, de renforcer leur système immunitaire et de motiver la population sur les nombreux avantages de la vaccination. Et puis la région d'Analamangue participe à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire qui est l'un des défis du gouvernement. C'est dans le Fuktan de Manzakatump, commune d'Ambuichump, district d'Ankazbe, que sera réalisé le projet sur 100 hectares axé sur l'agriculture. Ce terrain a été octroyé par le groupe Iremblans. Natera Kutumav, Nzaranjansu. C'est ici, à Manzakatump, commune rurale d'Ambuichump, district d'Ankazbe, que va se réaliser le projet de la région d'Analamangue visant à l'autosuffisance alimentaire dans le cadre de la réalisation de la vision du président de la République de Madagascar. Des recherches de lieux ont été initiées afin de réaliser les différents projets dans ce sens et c'est le groupe Iremblans qui a répondu à l'appel en octroyant ce terrain de 100 hectares. Ce dernier travaillera ainsi de près avec la région d'Analamangue dans la mise en œuvre de ce projet axé sur l'agriculture et l'élevage, notamment la culture de maïs, du riz et du soja, mais aussi la pisciculture. Le projet a commencé le 10 octobre dernier en présence du gouverneur de la région d'Analamangue qui a confirmé que le rôle de l'État est aussi de nourrir le peuple et pour y parvenir, il faut des projets concrets et à long terme comme celui qui va être initié ici à Ankazbe. Les techniciens de la région d'Analamangue aident à la réalisation du projet en collaboration avec les directions régionales des ministères impliqués dans l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit donc d'un projet pilote qui sera ensuite réparti dans les districts de la région d'Analamangue. Et toujours dans les actualités sociales, le ministre des Travaux publics a effectué une tournée dans la capitale cette nuit pour voir les avancées des réhabilitations des routes. Il a déclaré que les travaux sur le rond-point d'Ampasque seront achevés la semaine prochaine. Les travaux au niveau des 4 chemins menant à Akats sont également en cours, outre ceux déjà achevés. Pour rappel, ces travaux de construction sont les fruits de collaboration du ministère, de la commune urbaine d'Ananarive et de la région d'Analamangue. Ratraman Zatouf. Après les visites de chantier effectuées par le ministre des Travaux publics à Soneranivung, Fenrivatsnanan, Vavaten et Tuamasen,
Il a constaté les avancées des travaux de réhabilitation des rues de la capitale. Il a commencé ses visites cette nuit par le rond-point d'Apask menant à Itaossi. Les travaux devraient s'achever d'ici la semaine prochaine, selon ses explications. Plusieurs portions de route sont réhabilitées actuellement, à commencer par la route circulaire d'Ampanjan, il y a quelques semaines, un Kourjan du côté de la City et la rue du marché d'Issouchi. Il y a également la réfection au niveau du 4 chemins menant à Akatsu et aussi à Namontan. Il s'agit d'une collaboration entre le ministère des Travaux publics, la commune urbaine d'Antananarivo et la région d'Analamang. La réhabilitation de ces infrastructures réduira les embouteillages de la capitale. Par ailleurs, le ministre a exhorté la population à respecter les infrastructures pour qu'elles durent. Dans le domaine de l'administration, le changement systématique dans l'administration publique est un outil pour lutter contre la corruption, a confirmé aujourd'hui la présidente du CSI. Grâce à la digitalisation, il est possible d'identifier rapidement les cas de corruption. Andeniana Martina et Nzara Ranjiansu nous en disent plus. Madagascar connaît actuellement un changement systématique dans le secteur de l'administration publique, notamment la digitalisation. Elle est financée à travers le projet Prodige et tous les citoyens sont enregistrés dans une base de données selon le ministre de la Poste. Cette digitalisation contribue également à prévenir les cas de corruption, a déclaré la première responsable du CSI. De ce fait, un atelier a été organisé par le CSI. Cela s'est poursuivi ce jour à travers des rencontres et des discussions sur le rôle de la digitalisation dans la lutte contre la corruption. Par ailleurs, la nouvelle stratégie nationale anticorruption devrait être publiée le 9 décembre prochain. Et puis, les habitants du Fuktan d'Aboudfoundav, commune d'Alassour, souffrent de manque d'eau, surtout lors des périodes d'étiage. Le candidat numéro 3 dans la course à la magistrature de la commune d'Alassour, Taf Saramafadjawan, a fait de sa priorité la résolution de ce problème. Ainsi, ses habitants viennent de bénéficier d'un puits. Fadjesena Mirai et Asnarafal Zanar. Les lavandières du Fuktan d'Aboudfoundav, commune à Alassour, manquent d'eau pour leur activité. Elles sont une dizaine à y laver du linge et selon leurs plaintes, l'eau ne suffit pas. Cette mère de famille, par exemple, y exerce depuis 18 ans. C'est sa principale source de revenus. Chaque année, à partir du mois de septembre, les problèmes commencent. Le candidat maire issu de la plateforme Irmar, qui porte le numéro 3 dans le bulletin unique, Tafs Ramafadjaoun, a répondu à leur appel. Aujourd'hui, les lavandières ont bénéficié d'un autre puits et le bassin lavoir a été réhabilité. Les travaux dureront 15 jours, selon le candidat maire. Par ailleurs, l'approvisionnement en eau potable pour les habitants d'Alassour est également en train d'être étudié, selon toujours ce candidat. Et nous passons à présent aux actualités internationales. 4 soldats israéliens ont été tués par une frappe de drone du Hezbollah hier sur une base militaire au sud de Haïfa, a annoncé aujourd'hui l'armée israélienne dans un communiqué. France 24. Depuis le 8 octobre, depuis que le Hezbollah vise quotidiennement le nord d'Israël, c'est l'attaque la plus meurtrière. Elle a visé une base située entre Tel Aviv et Haïfa, c'est-à-dire assez profondément en territoire israélien. On déplore plus de 60 blessés, 4 morts. Il s'agit d'une attaque par drone offensif. Vraisemblablement, le Hezbollah a lancé 2 drones vers cette direction, l'un à haute altitude qui a pu être indétecté et intercepté, et l'autre à basse altitude qui a, en plus d'exploser, eh bien, visiblement lancé un missile. Il s'est écrasé dans la salle à manger de la base militaire, tuant sur le coup donc au moins 4 soldats et faisant d'autres blessés graves. Le pays, ce soir, est absolument sous le choc. Israël envisage une riposte et en même temps se demande comment pouvoir détecter systématiquement ces drones qui vraisemblablement semblent de plus en plus discrets et semblent pouvoir s'infiltrer dans l'espace aérien israélien avec de plus en plus de facilité.
Et en Ukraine, alors que le président Volodymyr Zelensky table sur 2025 pour la fin de la guerre, l'armée russe continue de progresser dans l'est du pays. Kiev manque de munitions, d'armes et de soldats et peine à mobiliser des hommes prêts à partir au front. Alors parfois, ce sont des soldats blessés qui doivent retourner combattre. France 24. Ils ont attendu qu'il fasse nuit noire pour évacuer leurs blessés. Question de sécurité. Va à l'arrière. Rentrez tous les quatre dans le véhicule. Mets ta jambe comme ça, ce sera plus confortable. Dans le blindé, 4 blessés doivent s'entasser. Sur une piste chaotique, ils roulent une vingtaine de minutes. Direction ce point de stabilisation à l'arrière du front. Il est 2h30 du matin. Les lits du bloc se remplissent. Les médecins examinent les blessés à traiter en priorité. En état de choc, ce soldat, le visage éprouvé, attend son tour. Tu as un trou dans ta chaussure, c'est peut-être du shrapnel. Je vais regarder, attention, ça peut être douloureux. Bouge pas, reste calme. Nous sommes arrivés sur notre position. Nous avions à peine fini de décharger notre équipement du blindé quand des drones nous ont visés. L'un d'entre eux a lâché une grenade. Elle a explosé à peine 1 mètre de moi. J'ai eu de la chance. Cette nuit, tous ces soldats le savent, ils ont failli perdre la vie ou être gravement blessés. Depuis 2 ans et demi, de nombreux Ukrainiens sont mutilés. Volodymyr, père de 2 enfants, était ingénieur avant la guerre. Au premier jour de l'invasion, il s'engage dans une brigade. Le 18 octobre 2022, son unité combat dans la région de Kharkiv. Gravement blessé, il est amputé. Après des mois de réhabilitation, il réapprend à marcher avec une prothèse. Il fait le choix de retourner se battre et rejoint une unité de dronistes. Mais 2 ans après avoir été blessé, les images de son sauvetage ne le quittent plus. Un soldat a tout filmé. Le terrain est miné, alors pour le secourir, son équipier lui lance une corde. Il nous raconte ce jour où tout a basculé. J'ai été le premier à rentrer dans le bosquet. C'était l'automne. Il y avait plein de feuilles au sol. C'est à ce moment-là que j'ai marché sur une mine antipersonnelle. Elle a explosé. Ils m'ont évacué avec la corde, car ils auraient pu sauter eux-mêmes sur une mine. Et quand les gars m'ont sorti de là, ma première réaction a été de leur demander si ma jambe était OK. Ils m'ont répondu « Non, mon gars, c'est foutu ». Quand un gars m'a retourné, ils ont alors découvert une autre mine coincée dans mon gilet. Un seul mouvement de ma part, et nous aurions tous sauté. Durant tout le sauvetage, Volodymyr reste conscient. Déprimé sur son lit d'hôpital, un appel va lui remonter le moral. J'étais très nerveux au début. Mon commandant m'a appelé pour savoir comment tout allait. Je lui ai dit que je ne pourrais plus jamais danser. Il m'a alors demandé si j'avais déjà dansé. J'ai répondu non. Il m'a dit « Ben, t'as pas de problème alors ?» Je suis devenu plus fort. Certainement pas physiquement, mais psychologiquement, sans aucun doute. Volodymyr le sait, il peut de nouveau être blessé, mais déterminé, il se battra jusqu'à la fin de la guerre. Ce soir, lui et son unité vont rejoindre leur position sur la ligne de front. Textes, danses et chants ont accompagné l'hommage rendu hier par Arras au professeur Dominique Bernard, commémoré devant ses proches, des rescapés de l'attentat de plusieurs ministres, 1 an, jour pour jour, après son assassinat par un ex-élève radicalisé islamiste. France 24. Pendant plusieurs minutes, les sirènes de la ville ont retenti. Il est 11h ce matin sur la place des Héros à Arras. L'heure exacte à laquelle Dominique Bernard mourait il y a 1 an, jour pour jour. Dans la foule, des visages encore marqués, des familles enlacées. De nombreux collègues du professeur de lettres, des lycéens, des collégiens, des proches qui n'ont rien oublié du drame.
C'est important quand même d'avoir une pensée pour lui aujourd'hui alors qu'il ne devait pas mourir, quoi. Ça m'a beaucoup marqué quand j'ai entendu à la radio et que j'ai su que c'était quelqu'un, en plus quelqu'un que je connaissais dans une ville où en principe Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Tout de suite après le film Deeple Juice. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir.